Mesdames, Messieurs, merci d'être au rendez-vous de l'information Sud Télévision. Voici les titres. Le processus électoral se poursuit conformément au calendrier électoral de la Commission électorale nationale autonome Sénat. Dans cette édition, vous suivrez le démarrage de la campagne électorale. Nous avons fait un tour dans quelques villes du Bénin, notamment Cotonou, Aboumey-Calavi, mais également une descente dans les états-majors des partis en lice, dont l'Union progressiste et le Bloc républicain. Une rencontre entre la présidente de l'UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau, et ses militants, c'était ce samedi 13 avril 2019. Au cours d'un déjeuner, l'honorable Claudine Afiri-Prudencio a réitéré une fois encore son message de paix à ses militants et à l'endroit de tout le peuple béninois. Image à suivre dans un instant. Et puis au Soudan, les manifestants réclament toujours un gouvernement civil. Ils étaient encore nombreux dans les rues ce week-end. Éléments sur également en page inter de ce journal. Merci pour l'attention. Eden Info, les campagnes pour les élections législatives 2019 ont été officiellement lancées ce vendredi 12 avril 2019 par la Commission électorale nationale autonome Sénat. Ce samedi, nous avons fait le tour des villes de Cotonou et Aboumey-Calavi pour constater l'ambiance de la campagne dans ces deux municipalités. Suivons plutôt. Déjà quelques jours que les campagnes sont officiellement lancées pour les législatives 2019. Un tour dans les villes de Cotonou et d'Abomey-Calavi et le constat est bien clair. Contrairement aux années antérieures, pas d'ambiance particulière. Seule la présence des affiches à certains carrefours stratégiques de Cotonou nous rappelle que nous sommes en période électorale. D'autres panneaux à l'effigie des deux blocs républicains et Union progressiste se trouvent un peu partout dans la ville de Cotonou. Une campagne qui commence donc timidement, sans affluence. Bon, comparativement aux années antérieures, on sent qu'il n'y a pas d'engouement pour le moment. Et je pense que bon, c'est le début. Et nous allons attendre le déroulement pour voir ce que ça va donner. De toutes les façons, je pense que ça va prendre petitement et vers la fin, on verra ce qui va se passer, quoi. Vu que c'est juste deux blocs, bon, on ne sait pas la tendance, ce que ça va donner. Néanmoins, on reste quand même confiant que ça va bien se dérouler. Voilà. Dans la commune d'Abomey-Calavi, même constat. En dehors de quelques affiches ça et là, les sièges de campagne sont sans affluence. Au siège des progressistes, l'heure est encore aux travaux. Du côté des républicains, tout est fin prêt, mais pas de présence de militants au siège de campagne. Pour Romain Denakpo, secrétaire exécutif du comité communal de campagne des républicains dans la commune d'Abomey-Calavi, le travail se fait en sourdine. Il évoque également l'ambiance sur le terrain et lance un appel aux électeurs. C'est une bonne ambiance. Et comme vous venez de le dire, c'est une compétition. Donc il faut que le meilleur gagne. Donc chacun met ses stratégies, n'est-ce pas, pour pouvoir avoir la victoire au soir du 28 avril 2019. Donc sur le terrain, ce n'est pas le copinage. D'accord? Chacun se bat, n'est-ce pas, pour avoir le maximum de sièges avec lui. Voilà, donc c'est ce qui se passe sur le terrain. Nous leur expliquons également qu'il n'y a pas péril en la demeure, qu'il y a des menaces, mais de ne pas considérer ces menaces-là. Parce qu'il n'y aura rien. Les élections vont se dérouler dans la paix totale, dans une ambiance de convivialité. Donc il n'y aura pas de problème par rapport à ça. Nous sensibilisons également les populations pour leur dire de ne pas répondre, n'est-ce pas, aux provocations, de ne pas relayer systématiquement tous les messages qu'ils reçoivent. Parce qu'il y a le code pénal, il y a le code sur le numérique, n'est-ce pas, qui réglemente, n'est-ce pas, l'envoi des messages sur le réseau. Donc il faut faire très attention. Ce que nous faisons la campagne, mais nous faisons aussi de la sensibilisation. Nous demandons aux populations de sortir massivement pour aller voter, parce que ceux qui vont voter sont également des Béninois et qui vont travailler pour le développement de notre pays, le Bénin.
Ainsi se résume l'ambiance qui règne dans les rues de Cotonou et d'Abomey-Calavi. Pour l'heure, pas de meeting annoncé. Seules des réunions de proximité sont prévues par les candidats de la 6e circonscription électorale. Le candidat tête de liste de l'Union progressiste dans la 17e circonscription électorale a officiellement démarré ce dimanche 14 avril à Commet la campagne pour les élections législatives de 2019 et c'est au collectif des artisans de la commune de Commet que Charles Comlan-Gagnon et son suppléant Eric Guidi ont dévoilé les raisons de leur candidature pour la 8e législature au Bénin sous la bannière de l'Union progressiste. Jonas Bochi pour le compte rendu. C'est dans une grande liesse que les artisans de la commune de Commet ont accueilli le candidat tête de liste de l'Union progressiste dans la 17e circonscription électorale ce dimanche 14 avril 2019. En démarrant sa campagne par le monde des artisans, Charles Gagnon s'est donné la meilleure occasion pour faire comprendre aux populations de Commet et de toute la 17e circonscription électorale sa vision politique et le sens de sa candidature. Je suis un jeune entrepreneur. Je vais au Parlement pour défendre les intérêts des entrepreneurs, des artisans, de la jeunesse, parce que j'en ai un parcours qui me permet de mieux cerner les préoccupations du secteur privé, de comprendre les difficultés des Béninois et des Béninoises qui se battent pour transformer leur vie. Transformer la vie des Béninois pour leur grand bonheur, c'est ce à quoi s'attelle le président Patrice Talon depuis sa prise de pouvoir à travers plusieurs initiatives, dont le projet emploi des jeunes, l'apport de petites subventions pour permettre aux artisans de s'installer ou de développer leur activité. Autant de choses auxquelles Charles Gagnon veut contribuer une fois élu député. Notre rôle en tant que député sera de contribuer à créer un cadre législatif qui accélère les réformes dans le secteur de l'artisanat et qui prend surtout en compte les artisans les plus fragiles. D'ores et déjà, Charles Gagnon s'engage à travailler étroitement avec les artisans pour le développement de ce secteur. Député, je m'engage à être votre porte-parole au sein de l'hémicycle. Je m'engage à cultiver une relation de proximité avec vos fêtières, à initier des séances de reddition de comptes parce que j'ai foi en la démocratie participative. Au nom de ce commun combat pour le développement de l'artisanat béninois, Charles Gagnon exhorte les artisans de Commet à remplir leur part du contrat le 28 avril prochain. Je vous invite à voter massivement la liste Union progressiste. Mieux que leur vote, les artisans de Commet s'engagent à être le porte-parole de l'Union progressiste auprès des autres couches socio-professionnelles. Nous, artisans de la 17e circonscription, prenons l'engagement ferme de parcourir monts et vallées pour convaincre les populations en vue d'une victoire écrasante au soir du 28 avril 2019. À ce lancement de la campagne à Commet pour les législatives de 2019, d'autres ténors de l'Union progressiste ont également invité les populations à sortir massivement pour aller voter le 28 avril 2019. Un politique toujours, je vous le disais en titre, l'Union démocratique pour un Bénin nouveau a organisé ce samedi 12 avril 2019 un déjeuner, occasion pour les dirigeants à divers niveaux de ce parti politique qui ne participent pas aux législatives de reconforter leurs militants tout en les invitant à promouvoir la paix autour en vue de la pérennisation de la démocratie béninoise. Images et sons. Venus des 24 circonscriptions électorales, les leaders de l'Union démocratique pour un Bénin nouveau ont répondu présents à l'invitation de leur présidente, Claudine Afiavi-Prudencio. La rencontre tenue dans un espace à Cotonou s'est déroulée autour d'un déjeuner. Moment propice pour le parti de réaffirmer son soutien au président Patrice Talon malgré son exclusion des prochaines législatives. Nous avons opté
pour accompagner le chef de l'État dans les actions qu'il a souhaité mener pour transformer notre pays. Et je ne pense pas que nous nous sommes détournés de ce chemin. Nous devons être à ce moment-là encore plus courageux, encore plus engagés, encore plus fermes dans notre décision de lui apporter notre soutien indéfectible. L'honorable Claudine Afiavi-Prudencio, une fois encore, en cette période sensible de l'histoire politique du Bénin, a appelé le peuple béninois à maintenir la paix. La séance d'aujourd'hui, nous l'avons convoquée tout simplement pour prendre un repas ensemble et pour vous exhorter à la paix. Nous ne voulons pas la guerre dans notre pays ici. Moi, je suis née au Bénin, je suis née à Cotonou et il n'y a jamais eu de guerre au Bénin et je ne souhaiterais pas qu'il y ait de guerre. La non-participation de l'UDBN aux législatives d'avril 2019 n'est donc pas une fin en soi pour Claudine Afiavi-Prudencio. Moment de réconfort et d'encouragement, elle a su galvaniser sa troupe en lui apportant des messages d'espoir. Je vais demander à tout un chacun de ne pas se décourager parce qu'il y a d'autres choses, il y a d'autres élections. Il y a les élections communales, je serai avec vous pour ça. Il y a les élections locales, je serai avec vous pour ça. Il y a d'autres élections législatives qui viendront. En réponse à cette note de considération, les membres de l'UDBN ont réaffirmé leur attachement aux idéaux du parti, mais également leur entière fidélité à l'honorable Claudine Afiavi-Prudencio en vue de faire face à de plus grands et futurs challenges. Mais ce n'est pas des journées culturelles que les collèges publics de la ville de Lokossa ont bouclé la semaine des examens blancs nationaux. Chose inédite, l'ensemble des établissements secondaires de Lokossa est en fait de jeudi 11 au samedi 13 avril 2019 au grand plaisir des apprenants. Jonas Bouchi a parcouru quelques-uns de ses collèges pour nous faire revivre l'ambiance suivant son reportage. Des journées culturelles simultanées dans les collèges et lycées publics de la commune de Lokossa, la formule est toute trouvée pour permettre aux apprenants de renouveler les énergies au terme des examens blancs nationaux auxquels ces élèves ont été soumis une semaine seulement après les premières évaluations du second semestre. Le chef service des examens concours de la direction départementale des enseignements secondaires du Mono salue l'initiative. Le mercredi dernier, on vient de finir les examens. À la suite de ces examens-là, beaucoup de CG ont programmé les activités culturelles parce qu'après le travail, c'est le réconfort, dit-on. Ils doivent pouvoir s'arrêter et se récréer un peu avant de recommencer pour terminer l'année en beauté. Et pour vraiment détendre l'atmosphère, les établissements ont rivalisé d'ardeur pour distraire les apprenants. Au CG2, le directeur et l'ensemble des professeurs ont croisé les crampons avec leurs élèves lors d'un match de football. Au CG1, l'orchestre du collège démontre le talent des artistes en herbe par l'interprétation de certains morceaux. Et quand l'ambiance emporte le directeur Blaise Mocho, il ne se fait pas prier pour monter sur la piste. Au cours de cette journée culturelle, on a eu à organiser beaucoup de choses, des chorégraphies, des interprétations. En bon responsable, la deuxième déléguée du CG1 Lokossa donne des conseils à ses camarades afin de les sauver des regrets au lendemain de ces moments festifs. Je dirais ne pas boire des alcools, de faire très attention et de fêter doucement et que la fête soit belle. Au lycée des jeunes filles de Lokossa, le spectacle est tout au féminin, même avec le playback du morceau d'un artiste masculin. Au CG3, des jeunes filles esquissent des danses traditionnelles entrecoupées des pas de Miss. Padé Jaurès, un élève de la classe de 3e, apporte sa touche à la fête avec son boubou fait de sacs de maïs. J'ai vu que la fête se passe bien, c'est pourquoi j'ai choisi de porter ça. Bon, moi, j'ai nommé ça tout simplement bassin de la culture. Je veux que mes amis aussi portent ça pour que ça se développe.
Selon le délégué du CG3, le moment qu'adorent les élèves lors de ces journées culturelles, c'est le pique-nique, généralement réservé pour le dernier jour. Au CE3 Lokossa, la grande journée c'est le pique-nique et ça c'est la grande fête. C'est le jour-là on va préparer, danser, manger. Pendant ces journées culturelles, les surveillants généraux n'ont pas du tout du repos, tellement ils ont à faire pour faire régner l'ordre et la discipline. Nous avons mis en place un dispositif de scouts formés pour l'encadrement sécuritaire. Et ce qui est fait, et ça se passe déjà très bien dans le collège. Au lycée industriel et commercial de Lokossa, il s'en va être 18h30 et tout le monde est sur la piste de danse. Du passé au présent, les journées culturelles se suivent mais ne se ressemblent pas. Et chacun a raison de dire qu'il a vécu les meilleurs de son époque. Mais oui, juste un pas de la culture au sport, qualifié au terme des éliminatoires. Les écureuils du Bénin s'apprêtent à participer à la 4e Coupe d'Afrique des Nations. De l'histoire du Bénin, les écureuils et leurs supporters rêvent d'une meilleure prestation de l'équipe nationale. Logés dans le groupe F avec le Cameroun, le Ghana et la Guinée-Bissau, les écureuils ont-ils la chance d'aller en 8e de finale? La réponse avec Frédéric Espoir Omambo. Contre la Côte d'Ivoire, contre le Sénégal, contre l'Égypte, contre l'Algérie, contre la Tunisie et contre des pays que je ne voudrais pas citer. C'est le groupe le plus facile possible qu'on peut avoir pour cette CAN. En tout cas, quand on regarde bien entendu les autres groupes qui sont composés. Se basant sur les résultats de la phase éliminatoire, Josué Merouenou trouve que le Bénin est en train d'avoir une véritable équipe nationale qui ne doit rien craindre des autres. Il n'y a plus de raison pour les écureuils du Bénin d'avoir peur de quelque nation de football que ce soit. Qu'il s'agisse du Cameroun ou du Ghana, je pense qu'aujourd'hui, les écureuils ont leur mot à dire parce que vous avez observé que pendant les matchs de qualification, il y a eu quand même de ces grandes nations-là de football que les écureuils ont rencontrées, que les écureuils ont terrassé, que les écureuils ont terrorisé même, je dirais. Et donc à partir de ce moment-là, je pense que nous n'avons rien à craindre. C'est vrai qu'a priori, on peut supposer qu'une nation comme le Cameroun peut inquiéter dans une certaine mesure les écureuils ou peut-être encore le Ghana. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a quand même au sein de l'équipe nationale du Bénin de ces joueurs-là qui jouent dans de très grandes compétitions, qui sont habitués à de grandes rencontres et donc qui n'auront aucun complexe face à quelques joueurs, face à des joueurs de quelque nature qu'il s'agit. Reconnaissant que le football se joue sur le terrain et que le ballon est rond pour tous, cet observateur du football béninois semble malgré tout dubitatif. Le Bénin, disons que il a une chance pour s'en sortir parce que le football c'est sur le terrain. Donc, si le Bénin met les paquets dedans là, il va s'en sortir, il n'y a pas de problème. Mettre le parquet, c'est possible, mais le gros du travail revient au coach, à en croire certains férus du football béninois. C'est le travail du coach. Le coach, c'est le coach qui va mettre son plan de préparation en place. Je crois qu'il l'a déjà fait. Il l'a déjà fait. Bientôt, les joueurs seront tous en vacances et ils vont commencer par se préparer. Donc, le coach va mettre un programme qui le convient. Puis c'est à lui, on a confié la responsabilité de conduire l'équipe. Donc c'est pas à nous, en tant que supporters, de lui dire ce qu'il faut faire. Lui, c'est son métier. Donc nous croyons en lui, il nous a fait qualifier. C'est la deuxième fois qu'il nous qualifie, c'est la deuxième fois qu'il nous amène à la CAN. Donc nous faisons confiance à Tissier. Déjà, il faut que l'entraîneur commence par prendre ses responsabilités. C'est déjà de commencer par voir dans notre groupe les équipes qui ont le même football que ceux qui sont dans notre groupe. Le Cameroun, il faut voir avec le Gabon, les pays qui sont autour là, le Ghana. Il faut voir déjà les équipes avec lesquelles on pourra s'affronter pour que ceux qui ont un football similaire à ces équipes-là, pour qu'on puisse se préparer au moins 3 matchs amicaux avant la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Amine Mekiré va plus loin dans son analyse et pense même que les conditions réunies aujourd'hui autour du 11 national béninois sont favorables à de bons résultats à la prochaine CAN Égypte 2019. Entre-temps, quand on allait à la CAN, on se disait on n'allait pas faire pied de figure, on va pour ne pas faire pied de figure. Mais cette fois-ci, je crois que nous y allons pour faire des résultats.
nous y allons pour faire des résultats avec l'équipe de la fédération qui est en place. Tout le monde est déterminé, le gouvernement aussi est déterminé. Mais je crois que toutes les conditions sont réunies pour que nous nous en sortions bien. Qui va loin prépare sa monture, dit-on, et au-delà donc de toutes les supputations et analyses, les supporters attendent le début de la messe footballistique en Égypte pour se convaincre de la capacité des écureuils à passer ce qu'on appelle jusqu'ici les grands noms du football africain. De toute façon, le vin est tiré et il ne reste qu'à le boire. On parle encore sport, mais cette fois-ci du cyclisme au Togo. Julian Hellman remporte la 28e édition du Tour du Togo au terme de 5 étapes et au classement général. Le Tour cycliste international du Togo a connu donc son épilogue ce dimanche 15 avril par le circuit fermé Lomé, un critérium de 80 km. La 28e édition du Tour cycliste du Togo a connu ce dimanche son épilogue par un critérium à Lomé. Une édition que remporte l'Allemand Julian Hellman. Lancé le mercredi 10 avril dernier, 49 coureurs venus du Bénin, de la République démocratique du Congo, du Burkina Faso, du Niger, de la France, de l'Allemagne, de la Belgique et du Togo ont parcouru la plus longue distance du Tour, Lomé à Takpamé, distant de 158 km. Une étape remportée par le Français Jérémy Barrette en 3h23 minutes, soit 42 km/h. Suivi du Belge Daniel Tounts et du Burkinabé Nikiema Aziz, vainqueur de l'édition 2018. Après un transbordement de 69 km, la deuxième étape longue de 108 km a été remportée par le Burkinabé Sadou Diallo en 2h47 minutes, soit 39 km/h. La troisième étape a été remportée par le Burkinabé Paul Domon. La quatrième étape lancée le samedi dernier devrait rallier Kara à Tchamba. Malheureusement, à 34 km de la fin de cette étape, la course a été arrêtée à cause des manifestations sur la voie à hauteur de Sokodé. Le classement est arrêté en l'état comme au départ de ce matin, de l'étape de ce matin. Depuis que demain, nous pourrons faire la dernière étape à Lomé. L'étape est annulée, donc c'est évidemment malheureux pour les coureurs puisqu'ils avaient fourni une belle partie de leurs efforts jusqu'à Sokodé. Il restait 34 km de course. En plus, la course était un peu en train de se jouer puisqu'il y avait des coureurs... intéressants pour le classement général qui étaient échappés, il y avait des coureurs intercalés, le maillot jaune était aussi ressorti du peloton principal, donc il y avait vraiment une course de mouvement. C'était très intéressant sur le plan sportif, malheureusement. La dernière étape du Tour a été sur le critérium à Goé-Nivet. Malgré la forte pluie qui s'est abattue sur Lomé, elle a connu la victoire de l'Allemand Tobias Tetzlaff devant le Français Pascal Bousquet et le Burkinabé Bachirou Nikiema. Au classement général, c'est l'Allemand Julian Hellman qui est champion de cette 28e édition du Tour cycliste du Togo. Il ne cache pas ses impressions. La dernière étape, on a eu plusieurs tempêtes pleines de pluie et c'était aussi un peu descente sur la rue, alors c'était très glissant. Je crois heureusement personne n'est pas tombé et oui, au final on était très fort, on n'était jamais en danger de perdre le maillot jaune, on pourrait tous bien contrôler et pendant les derniers virages, après la dernière virage, je pourrais encore lancer le sprint pour mon copain ici qui pourrait gagner l'étape, la dernière étape. Comme ça, on pourrait gagner le classement général, une étape, 2 fois deuxième place. On est très... Notons que Julian Hellman conservait le maillot jaune depuis la fin de la deuxième étape. Il est suivi du Burkinabé Paul Domon. Au thème de cette 28e édition du Tour cycliste du Togo, pas de victoire pour les Togolais. Et cela s'explique par le défaut de matériel et le manque de préparation, a expliqué Doné Gagou, président de la Fédération togolaise de cyclisme. Actualité sur le continent, les Soudanais continuent de manifester, de camper près du QG, quartier général de la mer, alors que les militaires au pouvoir subissent des pressions de toutes parts pour passer rapidement la main à un nouveau gouvernement ou à un gouvernement civil plus précisément. Guillaume, adepte de l'agriculture conventionnelle, n'y arrive pas sans aide européenne. Rémi, converti au bio, voudrait que la politique agricole commune prenne un virage vert. Rencontre avec 2 agriculteurs français qui, chacun à sa façon, attendent beaucoup de l'Europe. Reportage. Ici, j'ai de l'orge de printemps. Ici, j'ai de la coriandre. À chaque printemps, comme tous les céréaliers de France, Guillaume remplit son dossier PAC. Blé, betterave, maïs, colza, chaque parcelle, suivant le mode de culture et la taille, donne droit à une aide. Sans l'Europe, ce père de 3 enfants ne s'en sortirait pas.
Dans le monde entier, tous les grands pays agricoles notamment accompagnent leur agriculture. Et donc du coup, tout le marché est faussé et les prix qui sont cotés en bourse voilà, sont des prix très artificiels. Et donc peu importe le système dans lequel on est, on a besoin de ces aides-là pour fonctionner. Avec 250 hectares, son exploitation en conventionnel dans la très riche Île-de-France fait partie des grands bénéficiaires des aides européennes. Or, la politique agricole commune risque de voir son budget diminuer et le Brexit pourrait compliquer la donne. Guillaume craint aussi que toujours plus de réglementations environnementales ne le pénalisent. Plus vert, c'est plus cher. À un moment donné, il faut pouvoir, si on veut avoir des contraintes supplémentaires, avoir le fruit de ce travail en plus. Et donc, c'est d'avoir des soutiens supplémentaires et d'augmenter le budget. À des dizaines de kilomètres de là, une départementale bruyante borde une autre exploitation plus modeste. Rémi, ancien paysagiste, est devenu céréalier bio. Il plante des arbres dans ses champs pour renforcer la biodiversité et atténuer les effets du réchauffement climatique. Pour lui, être céréalier, c'est toute une philosophie. Mon objectif, c'est de cultiver et de ne pas exploiter. Mon but, c'est quand même de récolter quelque chose à la fin de l'année, mais en impactant un minimum mon espace. Une de ses spécialités, la farine de sarrasin, qu'il livre en circuit court. Lui non plus ne pourrait pas vivre sans la PAC, même s'il n'a pas encore reçu les aides promises lors de sa conversion au bio. Il a rejoint le collectif pour une autre PAC qui demande un rééquilibrage avec des critères sociaux et environnementaux. Nous voulons une politique agricole qui accompagne une production d'alimentation pour la population plutôt qu'une production agricole qui alimente le marché mondial. L'avenir de l'agriculture représente un enjeu majeur des élections européennes. Les 27 entameront au lendemain du scrutin les difficiles négociations sur la PAC pour l'exercice 2021-2027. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. Au revoir et bonne soirée à toutes et à tous.